Perf, Réagit, React. La troisième édition de la Biennale de performance du Centre d'artistes Axe Neo 7 est présentée du 22 septembre au 23 octobre en collaboration avec le centre de production Diamond, Fait Maison, la compagnie Katie Ward et le Beelden Dance Theater aux Pays-Bas. Perf mise sur la notion de rencontre inhérente aux pratiques performatives et présente tous les mercredis du mois les propositions d'artistes, d'autrices, auteurs, de commissaires, de chercheuses, chercheurs, de théoriciennes, théoriciens, de travailleuses et travailleurs culturels et d'organismes réunis dans le cadre d'une manifestation pluridisciplinaire d'art-action. En amont de la Biennale, la présente série de balados, en collaboration avec Fait Maison et une douzaine d'invités, sera diffusée sur les ondes de Radio Hall les mercredis 1er, 8 et 15 septembre. Perf est réalisé grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada et de la ville de Gatineau. Welcome! This is one of 5 discussions created for PERF and a collaboration between Axe Neo 7 and Fait Maison. Before we get started, I would like to thank Jean-Michel Querion, Eric Trottier et Axe Neo 7, Radio Hull, and my collaborator Thomas Grandin, and all of our guests for being here today. All of these discussions take place in both English and French. For those of you who don't know, Fait Maison was initiated by Thomas Grandin in his home in Gatineau, Quebec in August 2005. Fait Maison was a party, a laboratory, and a performance space to which an audience was invited a few times a year. Au fil du temps, Fait Maison a accueilli une variété d'artistes de performance établis et de la relève, ainsi que des artistes locaux, nationaux et internationaux, et a présenté ces événements dans divers lieux alternatifs, incluant des maisons privées, une exposition à la Galerie 101 et plus récemment à l'Imagier à Aylmer en 2017. Fait Maison a été l'hôte de plus de 36 événements, incluant plus de 100 artistes et plus de 200 performances. Ce balado s'inscrit dans un projet plus large auquel Anaki Mazia et moi travaillons afin de trouver un moyen approprié de se souvenir, archiver et contextualiser ces performances, événements, artistes, publics et organisateurs d'une manière à la fois collaborative et productive. Pour ceux qui ne le savent pas, Fait Maison a été initié par Thomas Grondin dans sa maison de Gatineau, au Québec, en août 2005. Fait Maison était une fête, un laboratoire et un espace de performance auquel un public était invité quelques fois par année. This particular podcast is focused on re-performance. Over the last few decades, there has been an interest in re-performance, artists re-performing either their own work or the work of other artists. Marina Abramovic is perhaps the most well-known with her exhibition at the MoMA in 2010, as well as 7 easy pieces at the Guggenheim in 2005. How do we begin to theorize the relationships between earlier performance work and its various iterations? How does documentation and memory intersect with these later tributes? Merci Anna pour cette introduction avec ta voix qui est très radiophonique. Ces dernières années, nous avons observé un intérêt remarqué pour le reenactment et les autres formes de reprise de la part des institutions muséales et des artistes. Pour reprendre tes mots, Anna, en français, Marina Abramovic est assurément la figure la plus connue de cette pratique avec la série 7 Easy Pieces présentée au Guggenheim en 2005 et sa rétrospective Marina Abramovic, The Artist is Present, organisée au Museum of Modern Art, donc le MoMA de New York en 2010. Essentiellement, le reenactment désigne la reconstitution d'événements culturels, donc historiques et politiques notamment, ou encore artistiques. La théoricienne Anke Arns propose 2 genres de reenactment. Le historical reenactment as a practice of popular culture, d'une part, et le reenactment as an artistic strategy, d'autre part. En tant que stratégie artistique, le reenactment fait son entrée dans la culture du musée et à travers l'histoire de l'art et participe donc nécessairement au processus d'historisation et d'institutionnalisation de la performance.
Le reenactment implique nécessairement la recherche historique et a pour principale particularité de revisiter le passé, artistique, historique ou autre, afin de mieux saisir certaines composantes de celui-ci, de même qu'à le modifier ou l'adapter. Plusieurs théoriciens affirment que le reenactment est utilisé auprès de la performance afin de mettre en valeur des œuvres du passé par la reconstitution ou l'itération d'œuvres actuelles, donc récentes. Il constitue en ce sens une pratique performative. La pratique du reenactment vise la reconstitution de la performance qui sont réactualisées d'une itération à l'autre. Il s'agit de la re-performance. Je le dis mal avec cet accent anglais, donc de la reperformance. Les recherches récentes en histoire de l'art et en muséologie relient les pratiques donc du re, à l'histoire de la performance ainsi qu'à un engouement pour les retours vers le passé en leur attribuant une fonction mémorielle ou d'hommage. Ici, je cite Marie Fraser et Florence Agadi-Moreau. Donc, comment la reconstitution, la réitération et la documentation de performance à l'égard du passé de ses représentations se croisent-elles dans ces hommages? Chacun des participants ce soir, à cette table ronde, dans cette série de podcasts, a reperformé des œuvres ou du moins s'intéresse à la pratique artistique qu'est le reenactment. Je vais introduire finalement les participants que nous considérons francophones ou du moins qui s'exprimeront davantage en français. J'en profite aussi pour animer ma co-animatrice de cette série de podcasts, Anna Kimagia, qui est une commissaire indépendante et éducatrice qui est maintenant établie à New York. Je passe maintenant à Steve Giasson, qui est un artiste conceptuel et chercheur qui est basé à Montréal. Thomas Grondin, qui est un artiste, auteur, chercheur, commissaire indépendant et professeur également basé à Montréal. Et puis Stéphane Saint-Laurent, qui est un artiste, commissaire indépendant et travailleur culturel qui est établi ici à Gatineau. D'ailleurs, les notices biographiques des invités se retrouvent sur notre site Internet, à même la page dédiée justement à cette série de podcasts. Donc, Anna, je te laisse la parole pour l'introduction des participantes et participants anglophones. Merci. This roundtable engages contemporary Canadian performance artists and curators and considers the relationship between various live iterations, memory, and the archive. These introductions are very brief for the sake of time, but more robust biographies can be found on the website dedicating to this podcast. Jean-Michel Quirillon is the director of Axe Neoset and a curator, critic, and writer based in Gatineau. Kate Berry is a performance artist and video artist and an educator based in Vancouver. And David Kang, also from Vancouver, is a performance artist and soon-to-be lawyer. Each of these invited artists has reperformed iconic work, so I hope that we can take the time to listen to each of them talk a little bit about the relationship with the idea of reperformance and how they see their work intersecting, critiquing, and adding to the art historical narrative and the archive. I'm going to start with Kate. Kate, I know that you've performed a number of iconic works, most notably Vagina Painting by Shikigo Kubata. But also I know that you're involved in Ponderabilia, originally by Marina Abramovic in Toronto. So I was hoping that maybe you could discuss your version of Vagina Painting and why you decided to reperform this work. Sure. I'd be happy to talk about my reperformance work of Vagina Painting by Shigeko Kabuto. Basically, in a nutshell, I chose to reperform this work to be in dialogue with the artist specifically and to bring the dialogue into the 21st century. And also into the institutions and to the audiences that I'm performing the piece for and with. Vagina Painting is very much a performance about breaking down binary concepts in Western thought. When the artist first performed it in 1965 at Fluxfest, it was not considered a very important piece. And when looking at the archive, we can see this in the
really kind of shitty documentation around the work. And also, you know, her husband was there and is a filmmaker, but the piece was never filmed. So to me, this really points to the fact that the work wasn't really taken very seriously. She got pretty negative feedback with it. And at the time in New York City in 1965, it was a very cis male dominated field of performance. And it doesn't seem like she was taken very seriously as an artist. She never re-performed the work again. The work was never written about, and it was never contextualized as an iconic feminist performance piece until much later. So when I'm looking at that, when I'm re-performing that work, I have that window into what she must have experienced the first time she performed it, how she was treated as a Japanese artist in New York. And what I wanted to bring to the piece was also looking at and breaking down binaries of thought in Western culture around subject and object, male and female, private and personal. I mean, there's so many ways that you can unpack that performance, but for me, those were the main ones. So in my practice, I have always tried to bring together painting and performance, and it has been super challenging. I have been a performance artist my whole life. I studied at both Emily Carr University and at the University of Ottawa. Neither institutions had performance art classes offered or performing studies, critical thinking offered. So it's been a challenge to create work with painting and embodied painting and performance, and vagina painting was a way for me to understand embodied painting more deeply, and also bring in a queer lens, what it is to perform as a queer woman, and also a feminist lens. What does the work talk about in, I think I performed it the first time in 2017, 2018. And so yes, it's a conversation, very much a conversation with the artists, and updating the major issues and topics that the work first presented. Could I ask you, Kate, to maybe just give a brief description of your version of this work, or the original version, perhaps just for audiences who don't know the work? Oh, sure. Yes. So vagina painting is a work by Shigeko Kabuto, and it was first performed in New York City in 1965 at Flux Fest, which was one of the festivals produced by the Fluxus movement that she was a member of. And in the work, in the original work, Kabuto was responding to male dominance in the field of abstract expressionist painting in New York City at that time. So in a way, it was a tongue-in-cheek response to male domination of the field. But it was also a response to the famous quote, I think it's by Renoir, who said he paints with his penis. So in the work, Kabuto, it was on a stage, like in a theater on a stage. She laid out a canvas, a white gessoed canvas, large scale, and she attached a paintbrush to her underwear. So much like, you know, you would attach an object to an your underwear.
And so she got onto the stage and she pulled up her paintbrush underwear, and then she straddled a paint can and she dipped the paintbrush into the paint can, and then she began her vagina painting. So the documentation I've seen has been in black and white, so I understand the original piece to have been done in black and white. And after she performed it, by all accounts, people were like, meh. There wasn't much response for it. And only later did it become an iconic performance in both feminist performance art and queer performance art. Thank you. Can you talk a little bit about context? Because you said you performed in a couple of different places, and I wondered if that actually changed how you approached the performance, if you changed anything about the performance, if how the audience responded to it, or if the context changed that at all. Yes, absolutely. Vagina painting, I performed it in several different contexts. The first context was at Vivo Media Arts Center here in Vancouver, and it was curated by Jeremy Todd. And then I performed it again at Zero Gravity International Performance Art Festival in Edmonton, curated by Bo Coleman. And then I performed it at Open Space in an Indigenous-led performance art series by Lindsay Delaronde. So in each time I performed it, the audience had different reactions to it. The first time I performed it at Vivo Media Arts Center, it was very much about embodied painting, and I use a mixture of red wine and gouache in the work. So there's a lot of sensory activity going on. I lay out a very large piece of watercolor paper, and I have a projection behind me that makes my body larger than life, and the watercolor paper larger than life. And when I perform the work, I basically enter the performance area and I start an embodied painting process. And this embodied painting process climaxes when I start leaking what looks like menstrual blood from my underwear onto the canvas. And then I start painting with the menstrual blood in the way that Kuboto painted with a paintbrush. So I'd squat down and, you know, do different types of designs and stuff in the work. So it was very well received the first time I performed it. It was, like I said, projected on a video in the background. So people could get very intimate with all the different markings and such. And I think people really got the fact that, you know, this is about being a female, a cis woman, I should say, and the menstrual cycle and the taboo and intimacy of it. And then the second time I performed it was in an international context. So there was other embodied painting and drawing at the festival. I performed vagina painting in a larger space in a dance studio. It was a similar reaction in terms of looking at disrupting private and public, acts of private and public. But when I performed it at the largely Indigenous Performance Art Festival at Open Space in Victoria, BC, the work very much became about the colonization of women's bodies and violence against women, and how as a settler
how I am implicated in that as a woman. And so it was very much a piece about unpacking that, unpacking colonization, and unpacking violence against women. Thank you. I have one last question. I think that the work sits between, I would describe it sort of between fluxus and explicit body work as described by Rebecca Schneider. And for those of you who might not be familiar with her work, she suggests that explicitness is not necessarily related to the body specifically, but rather brings into view social relations imposed on bodies, which I think is where you're going when you're describing how it was received in terms of colonization and the body and women and violence against women. But I wondered if you could speak maybe to this work and your own work and sort of how it fits into the larger focus of your work, the idea of the body and explicit body work, and sort of the idea of appropriate bodies. You know, Schneider talks a lot about how you bring into view what is imposed on appropriate bodies or inappropriate bodies. Yes, sure, I can speak to that. So with vagina painting in the original work and how I respond to it as a female artist, as a queer female artist today, is very much about the cis female body and the leakiness, the messiness, ideas of it being out of control, ideas that there's mystery there. And the work very much responds to that by reclaiming and embodying those notions and creating a piece of abstract expressionist work, a painting, by creating a painting as a response to those ideas. Thank you. Merci, Kate. Steve, Merci. entre 2015 et 2016, tu as exécuté, à même l'espace public ou privé, ici comme ailleurs, 130 performances invisibles dans le cadre d'un projet soutenu par le Centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal, d'Art d'Or. Soutenu par le lieu, Centre en art actuel à Québec notamment, tu poursuis ce corpus avec une centaine de nouvelles performances invisibles réalisées sur plus d'une année entre 2020 et 2021. Tu as également présenté certaines des œuvres dans l'exposition Tout contexte et art, j'ai commissarié par ailleurs, à la Galerie UQO en 2018. Les performances invisibles et les nouvelles performances invisibles sont basées sur des énoncés conceptuels, c'est-à-dire des idées d'œuvres consignées par écrit qui, tout en étant autonomes, décrivent des gestes furtifs et parfois subversifs, extraits du quotidien ou de l'histoire de l'art. Chacun des actes est une reprise, entommage et outrage, ici je te cite, d'œuvres conceptuelles des années 1960 et 1970 et d'aujourd'hui, disons-le, ou d'autres plus canoniques. Voici ma série de questions pour toi. Est-ce que le reenactment de performances ou d'œuvres passées est le vecteur, donc le substrat de chacun des énoncés des performances invisibles, comme des nouvelles performances invisibles? Est-il toujours question de reperformance à travers ce projet sériel? Est-ce que tu considères ta pratique artistique, plus particulièrement dans le cas du corpus discuté dans le présent podcast, comme de l'appropriation, de la reconstitution ou encore de la réitération, donc de reprise d'œuvres d'autres artistes? Alors, merci Anna et Jean-Michel pour votre invitation et puis un grand merci aussi pour ces questions. Je commencerai par répondre à la dernière parce que ça aborde, qu'elle aborde ma pratique artistique en général et puis je pourrais ensuite me concentrer davantage sur ma pratique en art performance. Alors, pour ce faire, j'aime m'inspirer largement d'un entretien que j'ai donné récemment, encore inédit, Garance Dor, qui est une théoricienne et une artiste française qui publie une thèse doctorale sur les partitions et le théâtre. Donc,
À propos de ma pratique, il faut savoir tout d'abord que je situe mon travail dans la foulée de l'appropriationnisme, donc qu'on appelle l'appropriation art, à la suite d'artistes comme Louise Lauder, Shirley Levine, Richard Prince, Richard Pettibon, Jonathan Monk, ou plus près de moi, de plusieurs poètes conceptuels comme Kenneth Goldsmith, Robert Fetterman, Derek Beaulieu, Vanessa Place, Christian Bach, avec lesquels j'ai collaboré pendant plusieurs années et qui se réclament eux aussi de Fluxus et de l'art conceptuel. Si bien que dans mon travail, les concepts priment sur leur manifestation sensible. Ils dictent généralement la marche à suivre et le médium à adopter. Que ce soit la performance, la photographie, micro-intervention sculpturale, poème conceptuel, etc. Mais mes travaux convoquent aussi un grand nombre de citations et de références, l'histoire de l'art étant sans doute la matière première de mon travail. C'est la raison pour laquelle j'ai souvent réaffirmé, comme plusieurs artistes que j'ai nommés plus haut, mon rejet ferme des notions romantiques d'authenticité, d'expression individuelle, d'originalité. Des notions qui ont encore la vie dure aujourd'hui et qui constituent à mes yeux des leurres. À l'instar de mes autres travaux, et comme tu l'as mentionné, Jean-Michel, mes performances invisibles sont basées sur des énoncés conceptuels. Donc, tous mes travaux commencent comme ça, par leur énonciation. Un double souci anime donc mon processus en performance. D'abord, interpréter mes énoncés conceptuels. Ces énoncés sont à mes yeux, comme tu l'as dit, des œuvres autonomes, avec leur propre portée poétique. Évidemment, ces énoncés sont eux-mêmes le plus souvent des fragments textuels prélevés ici et là. Notons que mes exécutions n'ont rien de définitif. Elles ne sont que des interprétations possibles parmi une infinité d'autres interprétations potentielles, parce que leur public, le public virtuel, est invité à interpréter à son tour mes énoncés, à se les réapproprier. Par ailleurs, j'essaie chaque fois que mes performances invisibles n'illustrent pas platement mes énoncés, mais les creusent, les complètent, les relancent, quitte à les contredire parfois ou au contraire à les prendre au pied de la lettre. Pour ce faire, et dans la logique appropriationniste de mon travail, j'opte fréquemment pour des reenactments. Donc, c'est là que ça vient. Ces reenactments comptent au nombre des répétitions extrêmement littérales dont parle Sven Nutiken notamment dans Life Once More, A Form of Reenactments in Contemporary Art. Alors, je traduis. Il dit, tandis que certains reenactments en art contemporain prennent la forme de variations très libres, d'autres s'inscrivent à la suite de l'appropriationnisme en tentant de générer de la différence à partir de répétitions extrêmement littérales. Ces répétitions, apparemment mauvaises et serviles, sont poussées à l'extrême pour montrer comment la décontextualisation et la recontextualisation d'une image apparemment inchangée peut en fait provoquer de profonds changements. Vous noterez le décontextualisation et recontextualisation d'une image. On pourra y revenir plus tard. Sachant par ailleurs, comme je l'ai expliqué dans ma thèse doctorale, qu'on ne peut récupérer le passé, je m'efforce d'imaginer le passé dans le présent et de l'inscrire dans une tension avec ce même présent. Donc, il s'agit là d'un deuxième souci dans la réalisation de mes œuvres, parce que ça implique évidemment un effort d'imagination qui lui-même demande une forme d'absorption dans le jeu, ou ce que Anne Bénichou va nommer une feintise ludique, et une attention aux détails qui ne sont pas nécessairement fétichistes, mais par lesquels ça me permet de donner un peu de consistance à mes reenactments et de les mettre en tension avec le présent. Alors, les écarts contextuels et interprétatifs, les anachronismes qui subsistent nécessairement entre les œuvres que je convoque et qui ne me sont généralement accessibles que par le biais de reproduction, souvent, comme dans le cas de Kate, de mauvaise qualité, en noir et blanc, très incomplète, même malgré une recherche approfondie, voire exhaustive,
ou de texte. Donc, et mes propres reenactments, ce sont donc ces écarts entre cette documentation et ces œuvres qui sont nécessairement en allée, nécessairement inaccessibles, et mes propres reenactments, donc, qui peut, à mon sens, leur donner une force et une pertinence au point de vue artistique, historique et micropolitique. Alors, pour en revenir à une autre question, je soulignerai aussi que mes performances invisibles ne sont pas toutes des reenactments. Il arrive que j'interprète des textes ou que j'utilise il y a de la rephotographie, il y a même du dessin, il y a toutes sortes de choses. Par contre, comme tous mes autres travaux, je peux dire que ce sont des palimpsestes, c'est-à-dire des stratifications d'écrits passés et d'images plus ou moins reconnaissables. Plusieurs, d'ailleurs, de mes performances invisibles évoquent plusieurs œuvres à la fois dans une même œuvre. Alors, je pourrais en donner un exemple tout de suite. Par exemple, la performance invisible numéro 197, qui s'énonce « Répandre une rumeur ». Donc, j'ai convoqué pour faire cette œuvre-là 2 œuvres. Une d'un artiste conceptuel américain qui s'appelle Stephen Kaltenbach, qui s'énonce « Start a Rumor ». Alors, il avait publié dans le journal Art Forum, à une époque où on pouvait encore, un artiste avait encore les moyens de publier dans Art Forum, parce que c'est plutôt rare, parce que maintenant, ça coûte très, très cher. Et à l'époque, il pouvait encore se le permettre. Et donc, chaque mois, pour chaque édition, il avait publié un énoncé comme « Be a Hero ». Et donc, c'était des différents énoncés pour ma foi, dénoncer ou questionner la valeur que pouvaient prendre ces magazines d'art dans la construction d'une identité artistique, d'une carrière artistique. Alors, un de ces énoncés, c'était « Start a Rumor ». Et donc, je cite cette œuvre-là, que je m'approprie en quelque sorte, que je poursuis. Et une autre œuvre plus tardive, de 1979, de Nessa Paripovic, qui est maintenant moins connue, mais qui a été notamment le mari de Marina Abramović, premier mari de Marina Abramović, qui s'appelait Poruke, Messages, Sex, Politics, Drugs, Art. Et, tiens, vous pouvez la voir ici. Bon, ça, c'est une reproduction, bien entendu, mais alors, c'est une affiche qu'il a publiée où on le voit en train, semble-t-il, de répandre des rumeurs de l'autre côté du rideau de fer, donc en 1979, dans le contexte, évidemment, de la Yougoslavie communiste. Alors, j'ai trouvé intéressant, moi, en 2020, à l'époque, dans un moment où on était en pleine campagne électorale américaine, à mon tour de répandre des rumeurs à propos du sexe, de la politique, de la drogue et de l'art, à une époque donc où, bien sûr, on parle énormément des fake news, où on parle beaucoup de la post-vérité, en créant à mon tour une affiche qui d'ailleurs a été publiée en France dans un journal gratuit. Et donc, c'est une façon de répandre des rumeurs, mais aussi de parler de ce que c'est un reenactment, de ce que c'est une œuvre d'art qui reprend une autre œuvre comme ça, parce qu'au fond, une rumeur appartient à tout le monde. Par la force des choses, elle peut être réappropriée, transformée et relancée constamment. Alors, voilà, c'est peut-être comme ainsi que je pourrais répondre à tes questions. Steve, I was just curious as to how you see performance in relation to theater or music, where you have a score. You know, I mean, it's been talked about as an event score for an instruction, but I just wondered how you positioned performance in relation to music or theater, or if you see them differently. In terms of repetition, in terms of reenactment, in terms of the way that we approach a piece of music, perhaps? C'est une excellente question et je pense que
Je vais me permettre de répondre en français parce que j'ai perdu beaucoup d'anglais depuis le début de la pandémie. Alors, je dirais que c'est une très bonne question. Et en fait, les event scores, par exemple, qui ont été créés par Fluxus, découlent directement de préoccupations musicales. Les artistes qui ont créé, comme George Brecht, étaient dans les cours de John Cage. Ils ont assisté à 4 minutes 33, à sa pièce silencieuse. Ils ont donc les notions des premiers happenings. Il leur a parlé des premiers happenings qu'il avait réalisés au Black Mountain College avec Merce Cunningham et autres comparses comme Robert Rauschenberg, puis Charles Olson, et tout ça. Si bien que c'est très difficile de distinguer le monde de la musique. Pour moi, c'est encore de la musique, même si, par exemple, un énoncé va dire déposer un bouquet de fleurs sur un piano. Alors, je considère que ça peut définitivement être interprété comme une partition musicale, même si, sans doute, que le bouquet de fleurs ne fait pas beaucoup de bruit. Mais c'est une démarche poétique. À ce moment-là, c'est une vision plus large. Et c'est tout à fait le type de glissement qui m'intéresse. Puis, il faut se rappeler aussi que, au fond, c'est toutes ces approches intermédiaires viennent aussi des avant-gardes, des futuristes, des dadaïstes, qui, avec, par exemple, les Serrata Futurista, eux prétendaient faire du théâtre futuriste, mais c'était presque déjà de la performance, c'était déjà des artistes qui étaient en action devant un public, qui le provoquaient. Alors, au fond, on n'était pas très, très loin. On était déjà dans un espèce de truchement entre le théâtre et ce qui allait devenir la performance. Donc, à mon sens, je dirais aussi que le théâtre s'est beaucoup transformé au contact de la performance et c'est sans doute une bonne chose. Et puis même, c'est devenu presque un cliché depuis Antis Lehmann, par exemple, a écrit à la fin des années 90 le théâtre post-dramatique et dans lequel il montre bien que c'est les divisions disciplinaires, les cloisonnements disciplinaires entre théâtre et d'une part et performance de l'autre ont tendance à être abolis. C'est de plus en plus difficile parce qu'ils vont dire, les théoriciens du théâtre comme Christian Biet, qui va écrire, par exemple, que la différence va reposer dans le fait que le performeur va nécessairement performer en son nom, devant un public, parfois avec sa complicité. Sauf que de nos jours, c'est plus toujours vrai. Il y a des performances. Claire Bishop a analysé ça avec les performances déléguées. Donc, qu'est-ce que c'est un performeur délégué? Est-ce que c'est un acteur ou est-ce que c'est... Moi, quand j'invite le public à se réapproprier mes performances, est-ce qu'ils performent mon travail ou est-ce qu'ils se l'approprient pleinement et deviennent donc performeurs à part entière? C'est... voilà. OK, thank you. Merci, Steve. En fait, cet après-midi, j'ai eu une discussion avec Anna quant aux event scores. Cette question. Steve, c'est quoi la traduction? Est-ce que c'est une partition? Est-ce que... Moi, je nomme partition d'événement. Partition d'événement, mais il y a pas je ne pense pas qu'il y a de traduction officielle. Ben Vautier les appelle des gestes. C'est exact, oui. Moi, je dis que c'est des partitions d'événements ou des œuvres partitions. Dans ma tête, j'analyse ça comme œuvre partition parce que je trouve le terme juste, ça souligne à la fois le côté autonome de la partition et en même temps le fait que ça appelle une exécution. Yeah, I think it's Alison Knowles who comes up with the idea of the event score who calls it an event score. I guess I was just thinking about it in terms of how we don't have these conversations about music or theater. We don't talk about reenactment and repetition or appropriation. Something is written and it is reperformed multiple times. And so I was just curious into this idea of repetition and repertoire. There's
Diana Taylor talks about the archive and the repertoire is a different way of thinking about the archive. So I was just curious if you had thoughts about that, but we can come back to it. So. Ah, mais c'est une excellente question. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, là, Anne Bénichou, dans son dernier livre, tiens, je vais faire sa publicité, elle traite de ces questions-là et vraiment mieux que je ne saurais le faire. Merci. J'ai une autre question, Steve. Concernant justement, je vais m'éloigner un peu des event scores. Il est plutôt question justement de partition. Est-ce que tu considères tes énoncés performatifs? Est-ce que tu considères qu'ils sont tout à la fois comme des descriptions, des prescriptions, donc des scripts? Est-ce que tu les perçois comme ça ou alors pas du tout? Oui, je les conçois comme des œuvres partitions, à la différence près que je ne les verrais pas comme des instructions. Et la différence est celle-ci, c'est que j'aime pas le terme instruction. Tu sais, l'une des raisons pourquoi je les écris à l'infinitif, c'est pour ne pas donner d'ordre. Souvent chez Fluxus, et ça c'est une contradiction qui se retrouve fréquemment chez eux, c'est qu'ils donnent des ordres, alors qu'ils ont créé un immense espace de liberté avec leurs œuvres. Ça, c'est très paradoxal. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Lawrence Weiner va écrire ses œuvres à l'infinitif également, pour ne pas donner d'ordre. Donc, mais oui, on peut les voir quand même comme des partitions, bien sûr, à activer, à interpréter, puis ils se veulent, dans le meilleur des cas, il y a un poète et enfin, un écrivain français qui en parle comme des déclencheurs d'imaginaire. Et je trouve que c'est un beau terme. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Merci encore une fois, Steve, pour la pertinente réponse. Merci beaucoup. Stéphane Saint-Laurent. The last time I saw you perform, you reperformed a work by Rebecca Belmore at l'Imagier in Aylmer, Quebec. But what I found so interesting about your performance was the way that you moved between being the performer and also accounting for your experience as being a spectator of the performance, of the Belmore performance. And I found it mesmerizing. I found it mesmerizing as you moved between telling us what you saw and being what you saw. And so I wondered if you could talk a little bit about that, of sort of like your position as spectator and performer, and also how memory functions in that, because it was about what you remembered and what you experienced. And so it became this phenomenological experience of the performance. So I wondered if you could elaborate on that a little bit more. Sure. I mean, in my mind, back then, I wasn't really thinking I was doing a reenactment. If anything, it resembled more to me like a trial reenactment, to really show something as close to the truth as possible, but, it always fails in a certain respect. I thought my approach would be more poignant. It would be a more poignant way of describing a performance I had organized and witnessed, to bring out as closely as I could remember the visceral aspects of the work, which I think is often lacking in reenactments and documentation. At the time it was presented, Rebecca Belmore was being sued for $1 million by Paris Nadimi Gallery for putting an end to her relationship with the dealer. This became a seminal case for artists' rights and brought to light a lot of nefarious things that exist in the commercial art world. Rebecca had made a sign that read, "I am worth more than $1 million to my people," after she found out about being sued. And she wanted to make a performance based on this statement, so decided to make ink stamps from the words and would take each stamp and scream the words out. She would stamp aggressively on a large sheet of watercolor paper. "I am, bang, worth more, bang, than $1 million, bang, to my people, bang." And the screaming became louder and angrier to the point of total exhaustion. After she made approximately 25 prints,
which were auctioned off on the spot to raise money for her defense, which was shockingly expensive. I won't get into the details. I believe the case was eventually settled out of court. Maybe the only positive to come out of this case was to see how Canadian and international artists and cultural workers came to her defense. I have one of the prints made during the performance in my own personal collection, and every time I see it, it is life-affirming, but also a somber reminder of artistic exploitation and the devaluement of Indigenous people's worth. It was such a strong work. So conceptually, retelling the performance the way I did as a testimony, as a trial reenactment, I was actually invoking the court case itself. You know, so I was really playing on a lot of different levels, like, you know, so yes, it's in part a reenactment, but in another part, conceptually, I was trying to do something else with this work. I find that what I found interesting about the way that you talk about it, and also having seen it, I mean, I had the benefit of seeing this work. It's the first one out of the guests that I have seen, is sort of how historical knowledge and forms of remembrance are accumulated and stored or recovered. And so what I find about your re-performance, we'll call it, rather than a reenactment maybe, or is the way that that archive is held in your body. And I thought that was a beautiful way of thinking about witnessing and experiencing. I mentioned this briefly, but Diana Taylor argues that performance itself can be a means of transmitting and storing information and knowledge, and how she talks about the repertoire as kind of embodied memory that conveys knowledge in terms of gestures and spoken word and movement. And when I saw this piece, I was really, it hadn't been that long since I had read the Diana Taylor book, and it really made me think a lot about how we continue to give, how performance can be a archive in itself for knowledge. And I think that it also is interesting that it was Belmore and you thinking about Indigenous people also, and thinking about how those archives are all in the body. They're all through storytelling and gestures and dance and tradition. And so I thought it was really perhaps more profound than you initially thought it was going to be, but I found that performance incredibly thoughtful and thought-provoking in terms of what came out of it, and how you were very tuned into sort of an anti-archive, if you will, because it wasn't about the documentation and it wasn't about the photographs. It was really about your experience and passing on this knowledge. I don't know if you want to comment on that at all. Sure. Like, you know, to me, what was important in retelling this performance was trying to make people feel the actual emotion that I felt, and the anger that she was projecting out onto the people that were present during the performance. I mean, I'm not screaming like I did in the re-performance that I did. That would be hard for the listeners on the radio right now. But yeah, for sure, to me, I wanted to do something that would in some way transmit the visceral experience that I felt seeing the performance. And I thought that would be a much more useful way of sharing what a past performance was. I think it's also interesting because I think you will be the only person here who will have seen the performance that you choose to retell, versus the others who are looking to documentation of various kinds, whether that be ephemera or video or photographs. And so I think that bringing the emotional level into it also makes it a very real, personal telling. And I like this idea of, you know, where does the performance actually sit? And it's one of our questions to maybe get into later, but where does the performance actually sit? Does it sit in your experience of it? Is it in the photograph of it? Is it in the live performance of it? Like where does that experience, and is one more advantageous or
than the other, you know? So that's maybe something we can get into for all of us to think about, sort of the relationship between documentation and experience and the liveness of the event. Jean-Michel, did you have questions for Stéphane? En fait, je vais intervenir. J'étais aussi présent à cette soirée de fait maison, puis j'étais également présent, disons, en amont de la préparation de cette performance. Et c'est tout à fait vrai, en fait, je crois pas que Stéphane avait en tête qu'il allait, qui était vraiment qui allait s'inscrire finalement de cette façon-là dans la pratique du reenactment par cette performance-là dans le cadre d'un événement de fait maison. Mais je sais pas. Je pense justement que nous allons y revenir au courant de la discussion, mais c'était prenant. Pour moi, c'était même invraisemblable, là. Je n'avais pas assisté à cette performance de Rebecca Belmore, désolé, mais pour les gens justement qui avaient assisté, qui faisaient le parallèle entre justement cette première performance puis cette itération par Stéphane, c'était les mêmes émotions d'une certaine façon, cette même intensité. Mais non, clairement, je voulais juste rebondir sur le fait que je crois pas que Stéphane s'attendait à faire un reenactment aussi intense, aussi vrai, après tout. Thank you, Stéphane. Merci. Oui, je voulais juste, comme j'ai moi-même assisté à cette performance-là, je voulais juste faire un petit commentaire parce que vous faisiez juste la rencontrer, puis je me sens vibrer encore. L'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là revient juste dans le fait qu'on la raconte de cette façon-là, avec suffisamment de clics. Puis juste une petite anecdote pour la chose. Il y avait plusieurs de mes étudiants qui étaient là à cette soirée-là et j'avais présenté Rebecca Belmore, Name the Unnamed, la même semaine. Donc, il y avait comme une amplification là, qui était particulière, mettons. Oui, je voulais dire que je trouve ça particulièrement intéressant, Stéphane, parce qu'en plus, l'aspect judiciaire, comme en réaction de ton action, m'interpelle beaucoup parce que, évidemment, des reenactments à part dans le domaine artistique ou dans le domaine populaire, disons, là, dans les reenactments de guerre et tout ça, mais il y en a aussi dans le domaine judiciaire. Hein, souvent, on va refaire des actions pour essayer de trouver la vérité ou trouver une vérité possible pour le jury ou pour le juge. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant que tu, surtout quand tu parles, et te connaissant un peu, je suis convaincu de cette recherche d'authenticité ou de vérité, d'être quand même présente dans ta démarche, ou en tout cas de contestation aussi. Quelque chose, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'était juste un commentaire. Thomas, en 2005, lorsque tu as fondé le projet de fait maison, est-ce que tu réfléchissais déjà à cette notion de reenactment de la performance? Est-ce que certaines des performances présentées durant les années de fait maison utilisaient donc cette pratique, là, cette stratégie artistique du reenactment, de la reperformance? Est-ce qu'une attention est accordée à la documentation photographique ou vidéographique des performances pour engager un processus de préservation et de surcroît de transmission nécessairement? Est-ce que tu y réfléchissais déjà à ce moment-là? Bon, alors que 2005 serait en quelque sorte l'année de l'avènement de la performance avec l'événement Seven Easy Pieces de Marina Abramovic au MoMA. Encore là, une question qui est très large. Oui. Oui, 2005, est-ce que je réfléchissais? Oui. En fait, la première fois que j'ai fait un reenactment, c'était à Fait Maison 2 en 2006. Donc, déjà la deuxième. D'ailleurs, une reprise d'une performance de Marina Abramovic, Artist Must Be Beautiful, Art Must Be Beautiful, ou plutôt Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful. Oui, mais c'est certain qu'on était un petit peu dans l'enfance de la question, si on veut. En 2005, quand j'ai commencé Fait Maison, il y avait une multitude de raisons pourquoi je le faisais, mais il y avait un contexte très personnel, c'est-à-dire que je commençais mes études d'histoire de l'art à l'Université Carleton et je savais qu'il fallait que je prenne un peu une pause dans ma pratique.
Et j'avais commencé fait maison pour avoir quelque chose de léger qui me permettait de continuer à faire de l'art. C'était un des fondements. Puis une des choses qui a toujours informé mon travail, c'est l'histoire de l'art. Donc, à ce moment-là, moi, c'était un changement, j'avais étudié en art et là, j'allais faire une maîtrise en histoire de l'art. Donc, cette dualité-là, dans mon cas, était déjà là. Et donc, l'histoire de l'art a toujours été un outil, une inspiration, un canevas sur lequel j'ai dessiné. Fait que j'avais déjà en peinture, dans d'autres médiums, beaucoup utilisé d'autres références. Et souvent, comme historien de l'art, je vais faire de l'art. Quand je commence à douter, je fais un reenactment pour essayer de comprendre quelque chose, que souvent par critique d'ailleurs de l'histoire de l'art que je trouve trop cérébrale, puis je trouve souvent qu'ils font des interprétations parce qu'ils font pas d'art. Donc, et d'ailleurs, quand j'ai fait Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, c'était justement une frustration envers l'histoire de l'art, envers mes recherches sur l'interprétation du travail de Marina Abramović particulièrement, mais aussi en général, où j'étais d'avis que la plupart des gens qui avaient écrit sur cette œuvre-là avaient vu la vidéo et n'avaient pas vu la performance. Et ils analysaient la vidéo comme s'ils avaient vu la performance. Et ça me frustrait beaucoup. Et j'avais des débats avec mes profs. Puis là, ils me disaient, oui, mais la vidéo est importante. Je dis pas que la vidéo n'est pas importante. Je dis que quand tu analyses la vidéo, dis que tu as analysé la vidéo. Fais-moi pas croire que tu as analysé la performance. Et c'était une intuition qui était basée quand même sur une expérience. De là, l'idée que je voulais faire une performance. J'ai refait cette performance-là. Je l'ai adaptée parce que, bon, étant un homme, j'ai décidé, bon, mais qu'est-ce qu'on ferait pour être beau? Fait que j'ai fait des push-ups puis des set-ups jusqu'à épuisement. Ce qui, en vidéo, serait la chose la plus plate du monde. Quelqu'un qui fait mal des push-ups puis des set-ups à moitié nu dans son salon. Facebook en est maintenant couvert, mais c'est plate. Mais cette performance-là, le public était de plus en plus sur le bout de sa chaise. Il n'arrêtait pas de regarder. À un moment donné, je voyais que les gens débattaient avec eux-mêmes parce que j'avais mal et ma souffrance commençait à transparaître. Les gens voulaient venir m'arrêter. Et pour moi, c'était la démonstration que l'analyse des documents de façon historique était une erreur. Donc ça, il y avait ça dans mes premiers reenactments. Une insatisfaction par rapport à l'interprétation de la performance. Fait que oui, il y avait ces questions-là, mais bien entendu, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui sont intuitives. Il y a ça a beaucoup évolué dans ma tête depuis la période de fait maison. Au départ, fait maison c'était plus l'idée d'un atelier ouvert. Une chose qui va avec le reenactment, puis qui était contre les notions qu'on nous balançait par rapport à la performance, là, qu'il fallait que tu la fasses juste une fois, que c'était pas préparé, que c'était pas répété. Puis moi, à force de regarder des performeurs, je commençais à trouver que tous les performeurs qui duraient dans le temps, c'est parce qu'ils s'entraînaient. Que tu ne fais pas juste faire de la performance comme ça une fois par année, puis ça n'avait pas de sens. Donc, je ressentais le besoin d'entraînement, de pratiquer des choses. Donc, cette deuxième performance-là que j'ai faite à fait maison était vraiment dans cette idée-là de dire je vais essayer des choses, je vais voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On avait un petit public, ce qui permettait de tester. Bon, fait maison est devenu quelque chose d'autre par lui-même, mais au départ, il y avait vraiment cette idée-là de tester, d'essayer des choses, dont la question du reenactment. Et à ce moment-là, j'étais déjà en grande réflexion sur la question de la documentation. Je peux dire d'avance que je déteste la vidéo, la documentation vidéo en performance. Ça me déplaît beaucoup. Je préfère la photo. Il y a certaines performances que je trouve qui sont très efficaces en vidéo, mais c'est souvent qui sont performées pour la vidéo. D'ailleurs, j'ai vu des cas où j'ai vu la performance en vrai, c'était moyen, puis en vidéo, c'était très efficace. Donc, pour moi, c'est deux espaces temps et des espaces physiques qui sont différents.
Donc là, il y avait cette question-là aussi qu'on se posait déjà tout à l'heure en parlant des autres, c'est-à-dire c'est quoi le meilleur médium de documentation? Je pense que c'est la combinaison de tous les médiums. Puis ma critique de l'histoire de l'art, c'est de se fier à certains autres et de sacraliser et de fixer certaines notions de performance. Donc, il y avait cette critique-là et c'est là où, pour moi, le reenactment, d'abord, avait un sens, c'est-à-dire de ramener l'émotion, de ramener la présence constamment pour nous aider à relire les documents. Pour qu'on ne lise pas les documents avec cette distance-là. Donc, il y avait ces questions-là qui étaient déjà là, que je formulerais différemment aujourd'hui, mais à l'époque, c'était déjà, ça me travaillait. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Tu as très bien répondu à chacune de mes questions, Thomas. Je te remercie. Si tu avais la possibilité de reperformer l'une de tes performances, ce serait laquelle? Autrement, quelle reperformance souhaiterais-tu revoir de toute la chronologie de Fait Maison? Mais je réponds à ta première question. Moi, j'ai souvent reperformé mes performances. Puis on parlait de distanciation plutôt. J'ai des personnages dans ma pratique de performance depuis le début de ma performance. Donc, l'idée que je suis moi-même était déjà pas là. Donc, il y avait cet emprunt-là au théâtre déjà dès ma première performance à l'université où je jouais le rôle d'un avocat, qui n'était pas moi-même nécessairement. Donc, il y avait cette question-là de distanciation qui a toujours été présente. Puis, mais aussi l'idée de reperformer. C'est certain que dans les questions de reperformer mes choses, c'est l'univers de Stinkman qu'il y a des choses que je veux poursuivre là-dedans, qui est mon personnage super-héros que j'explore depuis 1999. Puis c'est devenu un petit peu dans cette projection-là l'idée de l'espèce de super-héros éternel c'est l'habit qui fait le super-héros, puis tout le monde peut le jouer, là. Donc, ça, dans ma pratique, c'est quelque chose et j'ai commencé à conceptualiser une version muséale, je dis muséale, là, mais une version pour réinvoquer Stinkman, là. Donc, de dire, ben, si tu veux l'être, il y a comme un rituel que je suis en train de créer pour l'être, si on veut, où il faut que tu refasses il faut que tu réinventes son personnage, donc qu'il y ait toujours des réitérations. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur. Si je pense à Fait Maison plus largement, il aurait fallu que tu me poses la question il y a 10 ans pour que j'aie le temps d'y penser. Il y a eu tellement de choses dans Fait Maison. J'en suis conscient, c'est une question. question. Il y a des choses que je voudrais revoir. Je pense entre autres à une performance d'Ulysse Castellanos, dont j'ai un souvenir à la fois flou, mais où tous ces éléments, là, c'était le manifeste ninja, là, où il y avait tellement d'éléments qui étaient fous, mais je ne peux pas concevoir que ça se reenacte pas. De toute façon, Ulysse Castellanos, c'est comme il refait la même performance qui est toujours différente quelque part. Fait qu'on est toujours un petit peu... je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans une forme de performance qui est très présente, là, où les gens font toujours une nouvelle performance, mais cette performance-là est toujours faite avec les mêmes éléments de vocabulaire je me pose la question si ça, c'est du reenactment. C'est certain qu'une des choses dans le reenactment qui me questionne depuis un bout, c'est l'envie que certains membres de Fait Maison ou des gens qui ont été très présents à Fait Maison prennent le rôle de quelqu'un d'autre. J'aurais envie de cet échange-là. C'est-à-dire, on se tire, là, on fait « OK, moi, ce soir, je suis Stéphane. » Puis, parce qu'il y a eu quelques personnes qui ont performé régulièrement, des gens que j'aurais envie de mettre dans leur peau. Mais là, on est comme dans une autre chose. Il y a l'idée intellectuelle, artistique, conceptuelle de dire est-ce que je veux faire, mais il y a aussi l'envie d'être Michel Lacombe, d'être Stéphane, d'être... et une fois de temps en temps, j'ai cette envie-là pour
plusieurs performeurs qui ont passé à Fait Maison, mais c'est vraiment une envie relationnelle, celle-là. Ça a à voir avec ce que je pense que Fait Maison a eu de très fort, c'est tout l'espace relationnel d'échange, de tout ça. Donc, au-delà de l'envie du sujet de la performance, il y a l'envie d'être l'autre pendant un moment. Puis je pense que c'est un peu ça que Stéphane a fait d'ailleurs. Je pense que le geste de Stéphane par rapport à l'œuvre de Rebecca Belmore rejoignait beaucoup de mes préoccupations, de mes envies. Ça a été aussi une permission. Souvent, quand j'enseigne la performance, j'essaie de raconter mon expérience de spectateur. J'essaie de mettre des ouches. C'est certain qu'en classe, je n'ose pas aller aussi loin que Stéphane est allé, mais il y a cette envie-là, une fois de temps en temps, de dire, j'ai envie de le dire parce que j'ai envie de partager l'émotion de l'autre. Donc, il y a ça qui est autre chose quelque part. Éloquente réponse, Thomas, merci. Donc, une première question pour moi, pour justement cette série de questions générales qui se veut aussi précise que concise. Donc, en quelques mots, chacun d'entre vous, quelle serait votre définition du reenactment en performance, donc de la reperformance? Je commence avec toi, Steve. Écoute, il me semble plus logique d'emprunter une définition plutôt que de donner la mienne. Alors, je crois que c'est, en fait, bon, plusieurs ont été déterminants, mais je pense que celle qu'avait donnée Christophe Kim dans la performance à l'ère de son reenactment, qui a été publiée dans Art Press il y a plusieurs années, était tout à fait pertinente et me semble encore d'actualité. Il explique que le terme enactment dispose en anglais de deux sens. Sur un plan juridique, il désigne le passage d'une loi devant le corps législatif, promulgation, ordonnance ou décret d'une loi. Sur le plan théâtral, il signifie jouer ou performer, où l'on souligne une dimension d'accomplissement, le rôle d'un personnage. Il est associé à la parole, speech, à l'action, action, au geste, gesture, et à la personnification, personification. Le reenactment utilise donc le corps comme médium et l'espace comme lieu d'un passage entre le passé et le présent, lieu d'effectuation d'un fait historique dans un ici et maintenant renouvelé. Merci, Steve. Donc, j'imagine que si tu vas refaire... En fait, je posais cette question de votre propre définition parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'appropriation, d'une certaine façon, dans la notion du reenactment. Donc, je trouvais ça intéressant, justement, de voir est-ce que c'est... J'ai l'impression que, justement, c'est une pratique aussi qui est personnifiée, d'une certaine façon, d'un artiste à l'autre. De ton côté, Thomas, est-ce que tu irais en même sens que Steve pour une définition de reenactment? Est-ce que tu le perçois de la même façon? Tout aussi considérant que tu es historien de l'art. Ironiquement, c'est en performance que je suis un peu le moins historien de l'art, mais quand même. Ça fait j'ai quand même participé à préparer cette table-là et j'arrive pas à me décider. À chaque fois que j'arrive à quelque chose, ça me semble exclure quelque chose. On parlait d'appropriation, on parlait de... ça finit toujours par bouger. J'aime bien cette idée-là de ramener à la vie. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Mais je pense qu'il y a aussi une question d'appropriation dans son sens qui peut être négatif ou positif. Parce que se réapproprier, c'est aussi faire soi, mais il y a aussi toute une pratique d'appropriation qui a aussi des conséquences néfastes culturellement, et j'arrive pas. Puis c'est drôle cette question-là, on dirait que je ne suis pas capable d'y répondre comme historien de l'art. Je suis pris comme artiste ici et comme personne qui travaille avec d'autres artistes. Fait que ça vient, ça brouille un peu mon envie de définir. Et je dois dire que comme artiste, je me connais, là. J'ai essayé de faire du reenactment, mais je finis toujours par commencer à faire comme l'autre puis faire mon affaire. Fait que moi, comme artiste, je ne suis pas vraiment capable d'en faire, même quand c'est mes propres affaires, même quand j'essaye. Puis c'est paradoxal parce que mon lieu d'entraînement quotidien pour être prêt à performer, c'est les arts martiaux.
Je fais des arts martiaux depuis 25 ans, même plus maintenant. Et une des choses qui est au centre des arts martiaux, ce sont les katas, qui sont une forme de reenactment, dans lequel il y a un débat continuel sur qu'est-ce que le maître voulait, puis est-ce qu'on bouge ce petit orteil-là comme ça ou de cette autre manière, puis là, ça change, puis ça revient, puis il y a des débats sans fin. Puis je pense que, et là, mon incapacité à définir, parce que ce débat-là de définition m'emmerde. Comme, comme en art martial, parce qu'il y a une question de pureté qui va avec. Donc, je simplifierais en disant l'appropriation puis le retour à la remise au présent, c'est des choses qui sont essentielles, mais à part ça, je ne voudrais pas l'encadrer plus que ça. Merci Thomas. Steve, je crois que tu souhaites intervenir. Ben, c'est que pour parler de reenactment, il faudrait peut-être voir aussi c'est quoi notre définition de la performance. Ou de reperformer. Et à ce moment-là, ben, là, ça devient, ça complexifie un peu la chose. Mais il faut se rappeler, en français, en tout cas, je ne sais pas en anglais, mais je sais qu'en français, étymologiquement, le terme désignait au départ les résultats ou les actions accomplies par un cheval de course. Donc, le terme de performance est associé à celui de compétition puis de prouesse. Et il a gardé, entre autres, cette signification-là quand on va parler, par exemple, de la performance d'une action sur les cours de la bourse ou la performance d'un athlète aux Jeux olympiques. Et ça, comme performeur, on a forcément à prendre position par rapport à cette question-là et comme reperformeur également. À savoir, est-ce qu'on veut bel et bien accomplir une prouesse? Voilà. C'était simplement un clin d'œil. C'est une juste piste de réflexion. Je ne sais pas, Stéphane, de ton côté, intervention. J'ai fait des notes en anglais, donc j'espère que c'est correct. Oui. Il n'y a aucun problème. In actuality, I don't feel that performance can be reenacted in the sense of restaging or recreating something from the past. I just don't think it's possible. It can be re-envisioned, recontextualized, reimagined, or reconfigured, but it can rarely be a stand-in or a replica of the original work unless the performer, the original performer, is involved somehow. It brings up many issues around authorship, interpretation, and appropriation that I think sometimes are unresolved in a reenactment. I think it's important to develop re-performances, as we're sort of discussing about today, with the artist's consent or at least collaboration. And that's where I feel very uneasy about reenactments that are sort of presented as something that's factual. Reenactments can be in large part fictional or incomplete. So like Thomas, I'm still grappling with the very concept of re-performance. I'm not even sure it's something that's actually being done. There's aspects of it that I still need to untangle myself. I understand the allure of restaging a significant performance piece, but I fear this particular approach to performance is problematic. We mentioned earlier, even Marina Abramović reenacted 7 seminal performance works at the Guggenheim in the project, The 7 Easy Pieces. And many of the artists had passed away with not much documentation to even consider or look at. And then a few years later, in her MoMA retrospective, she represented many of her and her collaborator Ule's seminal performance, but without consulting or crediting Ule.
which I found incredibly odd and kind of unethical. So there's many issues I'm grappling with. And yeah, I'm really glad we're having the discussion. Merci Stéphane. Thomas? I would add to this, I don't even trust artists in reenactment of their own art. There's so many ways you can actually make it better, change its meaning. So I don't see, so I do agree that reenactment as a copy is not possible. And il y a la pacification du sens. Refaire la même chose à un autre moment ne veut pas dire la même chose. But I think that, if I can just interrupt for a moment, I think that's kind of hitting the nail on the head, is that that even the original performance never really contained the full meaning of itself, if you will, that it's always changing meaning, and depending on the context or the time in which it's viewed, whether it's, the moment you view it, 5 years after you view it. I know, Thomas, you don't like video, but I think that the idea that an artist or the artwork holds the meaning, I think is sort of, we can put that to the side, because I don't think it ever will, and it ever has. And so I think that it's always about reinventing, or I liked Stéphane said, reimagining, putting it into play in a different way. Kate, do you maybe want to talk about your understanding of reenactment or reperformance a little bit here to jump into this conversation? Sure. In my world of live art, we don't really talk about reenactments per se. We mostly discuss like reperformance. So when I think of reenactments, I think about historical reenactments or people dressing up as their favorite historical painting because they're so bored during the pandemic or something. But I find reperformance has a lot of benefits, but when it's done without consideration, it can be very derivative and extremely problematic for all of the ways I think we've discussed today. I use reperformance as a pedagogical tool in the classroom, and I've used it myself to train, like when I reperformed in Ponderbilia, I trained in the Abramovic method. And we love to hate Marina Abramovic, but she's brought so much of the discourse and language into the mainstream, for better or for worse. When I do reperformance, like we've talked about today, it's so important to honor our ancestors in the art world, in the performance art world. And so I use the title to do that, because it's a strategy where it will be documented and hopefully archived that the original artist, is a part of that conversation. So you have to be doing something with it. There has to be intent and meaning for it to go well. Thank you. For it to be successful, yes. But I also think that it can be used as a feminist strategy for recovering work, like you talked about. Recovering, reclaiming, reinterpreting. Like there is very little, for example, written about transgender artists. And we're talking about the archive, and I look a lot to Cyrus Marcus Ware in Toronto. He's a visual artist, trans man, and a founder of the Black Lives Matter in Toronto. And they talk about the unknown artists, and so reperformance can certainly, performance and reperformance can certainly work to reclaim the invisible, the unknown, what's not talked about, what's not included in the archive, what politics were taboo at the time. Where are people of color situated? Where are Indigenous, Black people, so on and so forth. So it is an excellent strategy if you are able to come with that intention to move forward a dialogue and a conversation, and not just be about the fact that you can mimic something really well.
Oh, Merci, Kate. just one last point. I just want to say to Stefan, so I spent last summer in Rebecca Belmore's archive. And so I know helping to do research for Wordless, the book that just came out on her performance work through Grunt Gallery. And I know that in the work, I Am Worth More Than $1 Million to My People, there is, I believe, a silence clause on Belmore to not talk about that lawsuit. So, so strategic as the reperformance, because there's silence around what happened to her, the role of the gallery, how abusive it is to artists, what it does to Indigenous bodies and Indigenous knowledge and art and so on and so forth. So I think with something like what Stefan did can give voice to something that has been silenced perhaps by the courts or otherwise. Merci, Kate. Steve. Oui, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Stéphane, puis Kate, avec quelques considérations théoriques, parce qu'évidemment, je peux seulement en parler à partir de mon expérience et de mes recherches, mais il y a plusieurs auteurs, et c'est pour ça que je pense que la notion de reenactment et de reperformance est pertinente, même si je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas recréer de manière pleinement authentique, dans sa vérité, un événement, une performance, en aucune façon. Et en fait, je pense que c'est justement là que ça devient intéressant. Il y a une auteure, Aline Caillet, dans un essai qui s'appelle « Reenactment, refaire, rejouer ou répéter l'histoire », qui associe justement des reprises artistiques à une forme de dépassement de la mémoire, qui pour elle se trouve au cœur du travail de l'historien. Elle va écrire pour l'historien Collingwood, le reenactment est avant tout une opération mentale qui se distingue de la remémoration et est précisément ce qui permet de construire l'histoire par le dépassement de la mémoire. Il en opère dialectiquement la transformation. C'est sans aucun doute cette fois que les artistes qui pratiquent le reenactment explorent et travaillent à une réécriture de l'histoire à partir des histoires personnelles et mémoires collectives de ces acteurs. Alors, elle va souligner néanmoins que le reenactment est pour les artistes comme pour les reenactors une tentative de créer une expérience du passé comme présent. Elle dit scène actuelle, son enjeu se tient dans cette présentification au double sens de présent et de présence, manière d'affirmer que l'histoire n'est jamais ni révolue ni résolue. Et moi, j'estime quant à moi que c'est justement en prenant acte de l'inévitable, c'est Amelia Jones qui écrit ça, je la traduis, l'inévitable échec de toute tentative pour sauvegarder le passé dans sa vérité historique ou personnelle, mais aussi du rapport obsessionnel au passé que nous entretenons collectivement, comme en témoignent d'ailleurs beaucoup de politiques réactionnaires. On pense par exemple à Donald Trump avec son « Make America Great Again ». Le « again » ici, c'est la volonté de faire une sorte de reenactment d'un passé soi-disant glorieux de l'Amérique. Et donc, c'est justement en prenant acte de cet échec-là qu'un reenactment peut acquérir une force critique et politique. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on peut lire Sven Nottiken lorsqu'il suggère qu'il parle du théâtre néolibéral qui est le nôtre, et dans lequel où chacun se reperforme constamment lui-même. Au fond, on est tous des reperformeurs pour Nottiken, et indirectement les autres. Le reenactment peut devenir une stratégie performative cruciale. Et ici, on est toujours en train de reperformer les rôles qui ont été partiellement scénarisés par d'autres. On pourrait aussi bien utiliser le reenactment contre lui-même en recréant des événements historiques. Il se pose la question, mais est-ce que de tels reenactments pourraient parvenir à briser l'éternel retour du même plutôt que d'en assurer la suite? Les reenactments historiques peuvent naître une stratégie de diversion pour échapper à la vie quotidienne, mais ils peuvent aussi être des défis anachroniques au présent. Et je crois que c'est dans ce sens-là que ça garde sa pertinence malgré l'échec inévitable que tout reenactment implique. Merci Steve. Merci également à chacun pour cette description plurivoque du reenactment.
sincèrement. Anna, je te laisse la parole avec deuxième question générale. Here's the biggie. So one of the obvious questions about performance is its question of liveness, which brings into question, you know, performance itself, the event, the archive, the documentation, the ephemera that's left over from the event. I mean, we're not just talking about a body performing, we're also talking about the circumstances around that body performing. And both Amelia Jones and Philip Auslander have argued for the performativity of performance documentation. So what that means is Auslander says the performance happens in the photograph because all of us have not witnessed performances that took place in the 60s and 70s. The only way we have witnessed those performances are through documentation, whether that's a video that Thomas prefers, does not like, or a photograph that is perhaps not clear, as in the Kate's, as she discussed in her performance. And I think Auslander argues that the event takes place in the photograph. And Amelia Jones, supporting that, argues that it was never fully present in the performance itself, that the performance, even witnessing the event, it's never fully present. On some level, I think they're trying to account for their ability to write about this work without ever being present in the room watching the event. But I wondered if you could discuss your relationship with documentation, both kind of looking at past performances, as you may have, whether that be photographs or video, but also thinking about your own relationship with documentation for these performances that you have described. You know, how do you document it? Do you document it? In this world of everybody with their iPhones, you know, what used to be that we had one photograph of one performance from, 1962, but now everybody's up there with their cell phones. We have thousands of photographs that are all part of a performance. So I guess my question is twofold. One, how do you feel about your relationship to documentation of the performances you have reperformed? And two, how do you feel about documentation in terms of the current performance that you are doing of the performance that was in the past? Take it away, Thomas Grandin. Oui, beaucoup de choses dans cette question-là. Peut-être que je peux spécifier sur la vidéo il y a une insatisfaction par rapport à la vidéo qui m'énerve un peu, mais j'ai souvent revu des séquences vidéo qui m'ont beaucoup aidé à comprendre après. Mais j'ai l'impression que souvent, il y a quelque chose de trompeur dans la vidéo. C'est ça qui m'énervait. Là-dessus, sur mes propres performances, j'ai tendance à dire que je serais proche de la vision de Nam June Paik, qui a documenté toutes ses performances, mais n'a jamais diffusé la documentation telle qu'elle. Il retravaillait sa documentation pour essayer de remettre l'effet. C'était toute la question du input time, output time. Il considérait que la temporalité vidéo et la temporalité de la performance n'étaient pas la même. Donc, il essayait de traduire, donc de redensifier un petit peu. Ça, c'est un peu mon insatisfaction par rapport à la vidéo, si on veut être clair. Mais je n'ai pas la patience de Nam June Paik. Fait que moi, ma documentation s'accumule. Je ne sais pas quoi en faire et parfois réapparaissent une photo qui va me réinspirer autre chose ou que je vais réutiliser hors contexte parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Emilia Jones là-dessus, il y a une présence dans la photo qui n'est pas nécessairement là à l'événement. Mais c'est autre chose. Mais c'est toujours un petit peu mon argumentaire là-dessus. Mais cette incomplétude-là des performances qui m'ont influencé ou dont je me suis servi, lui, je le trouve intéressant. Là, j'ai Hugo Ball en costume au cabaret Voltaire en tête, cette photo-là. Et ça fait de moi un lecteur comme quand je lis un livre, où tout d'un coup, je m'imagine être ce personnage-là.
Et souvent, je vais faire ça quand j'enseigne. Je vais mettre le contexte, je vais dire, cette personne-là, imaginez-vous, vous avez tel âge, vous êtes dans tel contexte, de se réimaginer. Et j'aime bien la place que ça nous laisse justement dans cette possibilité-là d'essayer de comprendre. Quand l'information est trop complexe, ça ne nous laisse pas de place pour comprendre, ironiquement. C'est comme si on recevait une information complète comme un bloc, puis là, il n'y a plus de place pour nous. Donc, dans l'incomplétude de la documentation, il y a quelque chose de riche qui, paradoxalement, nous permet peut-être de comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas si la documentation était plus parfaite. Merci, I'm so Thomas. curious what Thomas said about Nam June Paik. Nam June Paik. Yeah. Nam June Paik documented all his performances, but he never released it as per se, because for him, output time and input time were two different timelines. Yes, because he was married to Shigeko Kabuto. So he would have been the one filming had it been filmed, and no, but anyhow, that's how he felt about. So he would not. It's hard to find somebody as real documentation of Nam June Paik, because he would put them in another film to reinterpret or try to bring the same energy in the video that he would have put in the live scene, saying it's two different timelines and you cannot just film and think it's the same. But I think once you know that, you can look through this eye. Ça, c'est un des problèmes qui m'énerve, c'est que les gens, ce qui m'énervait avec la vidéo, c'est que les gens considèrent la vidéo comme un document exact. C'est pas un document exact, même quand ça filme exactement. Il faut que tu mettes un filtre. Il faut que tu dises, OK, si j'étais là, qu'est-ce qui arriverait? Je suis d'accord. Thank you, Thomas. Does anybody else want to tackle that next? The relationship with documentation for their own work and the work that we're discussing? Stefan? Sure. Something I wanted to relate. I had been invited in, I think it was 2007, by the Performance Art Biennial in Rouyn-Noranda to present a performance. I wanted to do an homage, a nod to James Luna, an indigenous artist, American, who had exhibited his body like an artifact in a museum, lying in a presentation case atop a plinth for many days. I decided to drywall myself naked into a gallery wall where I would stay several hours a day, my back turned to the public. And even though people knew I was a living human in there, they touched my back, they caressed my bum, even some putting their finger up my butt. By 2 days in, I just couldn't bear it any longer, so I stopped. The work was about actually the objectification of the body. And here I was being fingered by complete strangers. And when you look at the photographic documentation of this piece, it tells you really nothing about the context and the meaning that is revealed from the public's interaction with me. Institutions are weary of actually presenting performance. It can be unexpected, improvised, unruly, controversial, radical, even illegal. So we can understand why museums would rather show a document or a remnant than to present an actual live performance, which is its very raison d'être. It's almost like creating a film museum and only showing a bunch of film stills on the wall. So deep down, I think documentation is totally inadequate in its way of presenting performance. In 2008, I curated the exhibition Bodies in Trouble of performance art documentation and photojournalistic work together, arguing that they are in themselves authored works, artistic works, meaning the photographers subjectively frame their subjects.
and are largely responsible for how we understand and relate to performances that are documented. The photographers have a point of view, but are oftentimes uncredited and unrecognized for their own artistic contributions. The reason I find this an interesting angle to look at documentation is that we know it's inherently ephemeral. So to then commercialize a performance practice by selling prints and videos to museum, often created by uncredited artists, problematizes, in my view, the art world's relationship to performance art presentation. The documentation is almost always unreliable. Nicely said. Thank you. Kate, do you have anything you'd like to add here? Just that I agree with what Stefan said, and it's so interesting your experience reperforming James Luna's piece. And when I reperformed in Ponderabilia, which is the piece where two artists stand naked in the doorway and you have to go between them to enter the gallery space, we were also sexually assaulted during that. It was performed you know, during a Nuit Blanche, which was probably not the greatest idea, but we had a code word to get out of the situation. And I just mean we were fondled and like inappropriately photographed and touched and so on. So somebody needs, I think, to write a book about, you know, these incidences in the art world. But back to the conversation about performance and reperformance and documentation. So for me, everything has changed in the past year with the pandemic. I have a totally new relationship to documentation, and having spent almost a year in Belmore's archive, her personal archive, that completely shifted my notion of documentation and archive as well. So whereas before I was highly critical of it, things have shifted for me. But to come back to the question, where does it sit for me? It is always in the body. When I saw those crappy photos of Shigeko Kabuto's vagina painting, I felt it in my body. I knew I just had an innate and an emotional response to the crappiest photos ever taken of a performance, but it was still very visceral and real to me. And that's what I try to communicate in my documentation, however challenging it is. And it's the fact that it's going to outlive us and we have to contend with it. So I appreciate having conversations like this. Thank you, Kate. Thank you. Steve, I just had a question. Sorry, I had a question for Kate. Kate, you were so lucky to have spent so much time in Rebecca's archive. As a researcher, what was useful for you? What was in the archive that was surprising or gave you more context to the performance work that you guys were considering for the publication? Dan Pon is the archivist for Grunt Gallery, and he's incredible. He has a background in library, and so I worked with him. So I just wanted to name him because he tutored me. What was surprising for us is the work that isn't shown, that she never talks about. The early work, the work she did when she was still a youth, the work with the crappy photographs that never get reproduced because, I mean, compared to today's digital age, they just really look crappy when you try to reproduce them in publications and such. So that was really surprising. The works, just how choices are made, and it just comes back to the questions again that Cyrus Marcus Ware asks all the time. What is archivable? What is included? What is left out? What are the politics that we can talk about? What are the politics we can't talk about? What becomes marginalized in the archive itself? And then notions of the body being an archive.
sound being an archive, smell, taste, experience, just my idea of what is documentable and what goes in the archive completely shifted to the most unexpected. Thank you. I wanted to give Steve an opportunity to add something to this discussion. Oui, merci. En fait, en ce qui me concerne, pour la documentation, bien sûr, j'y porte un soin minutieux, maniaque. Je fais des centaines et des centaines de photographies afin de choisir la meilleure, la plus iconique. Il y a une raison à ça. Tout à l'heure, j'ai souligné dans la citation de Sven Luteken qui parlait de reenactment, de performance en art contemporain, comme la décontextualisation et la recontextualisation d'une image ou d'images apparemment inchangées. Alors, ce n'est pas un hasard, c'est qu'en général, ce sont effectivement des images qui sont réinterprétées par des artistes, donc qui sont performées, et non pas comme Thomas le soulignait, la performance elle-même. Elle est déjà médiatisée et donc elle est remédiatisée via la reperformance. Et en général, aussi bien chez les artistes que chez les reenactors, donc les reenactors d'événements du type la guerre civile américaine ou les batailles napoléoniennes, ce genre de choses-là, ça va produire une multitude d'images en contrepartie. Évidemment, chez Marina Abramović aussi, c'était vrai, on l'a cité à plusieurs moments. Et paradoxalement, ça nous a fait mieux connaître aussi certaines actions qu'elle a reperformées. Si bien que ce qui m'intéresse par rapport à tout cela, c'est le fait que l'histoire remise en jeu, les performances remises en jeu, ne sont pas tant vécues dans leur vérité que remises en images, réimaginées par les performeurs et performeuses et reenactors. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon propre travail, je tente de prendre, si je le fais, c'est aussi pour prendre physiquement position par rapport à l'histoire de la performance, mais c'est en même temps en sachant qu'il est vain de tenter de reconstituer des événements dans leur vérité et de manière pleinement authentique. Et en recréant certaines œuvres, donc par le biais de mon corps comme archive, pour faire référence à Lepecki et à André Lepecki et aussi à ce que disait Kay tout à l'heure, je ne vise donc pas donc à être fidèle à des originaux qui sont insaisissables par essence, même quand on a assisté en personne, parce que notre mémoire va les avoir médiatisés, le lieu où on se trouvait, la distance qu'on avait avec les performances, toutes sortes de choses vont changer. Notre état d'esprit. Bon. Mais à les actualiser, c'est-à-dire les inventer au présent. À les citer, donc, en fonction d'une nécessité. Voilà. D'ailleurs, je vous ai envoyé une citation de Laurence Weiner qui fait référence que je trouve très belle, qui fait référence un peu à ce que vous disiez, avec All that we see in cinema is false, and yet it is the only reality we know. Thank you. That seems like a good quote to finish on. Effectivement. I cannot thank you all enough. This has been really fruitful and interesting, and I feel like we could actually talk I feel like it should be a dinner, and we should all be continuing into the night with some wine. But it's been really interesting and very, very thought-provoking too. So thank you all so much. Jean-Michel, as-tu autre chose à ajouter? Que des remerciements pour chacune et chacun d'entre vous. Sincèrement. Je crois justement qu'il y a une succession de questions générales. Mais ouais, nous n'en avons que fait 2. Mais quand même, je crois que nous aurions pu justement discuter encore longtemps autour de toutes ces questions reliées justement au reenactment, puis bon, notamment la reperformance. Là, je pense qu'il y aurait aussi eu une discussion à avoir sur ces questions sémantiques. Sur justement le terme qui définit cette pratique, mais merci infiniment à chacune et chacun. Oui, merci beaucoup. Je sais. Merci mille fois. Merci. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, everybody. Merci. Bye.